C'est bon? Go. Bonjour à tous et merci d'être venus à cette présentation qui s'appelle Security Project for QGIS. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Je suis un développeur C++ et un peu Python. Je travaille donc dans le cœur de QGIS, qui est un outil qui permet de visualiser, éditer, manipuler, traiter de la donnée SIG, donc de la donnée géographique. Et je suis, petit disclaimer, je ne suis absolument pas un expert en sécurité, mais je me suis un peu intéressé au sujet parce que du coup, il y a des modifications à apporter à QGIS pour qu'il puisse répondre à certaines exigences de sécurité. Du coup, je travaille au sein d'une société qui s'appelle Oslandia, qui est une petite PME de 25 développeurs. On existe depuis 2009. Voilà, et on travaille donc dans les systèmes d'information géographique. La problématique, c'est comment améliorer la sécurité, pourquoi déjà améliorer la sécurité d'un projet open source et comment l'améliorer. Donc QGIS, c'est juste l'exemple qu'on a pris là. Il n'y a rien de spécifique à QGIS dans tout ce que je vais décrire ici. Ça faisait partie d'un webinaire qui avait été fait par le boss d'Oslandia il n'y a qu'un mois de ça. Et dans son webinaire qui était plus long, il expliquait aussi comment utiliser QGIS en toute sécurité, de pas lors de son utilisation, pas introduire de nouvelles vulnérabilités, par exemple de ne pas mettre ses mots de passe sur un post-it. Voilà, donc il y a le lien, ce webinaire il est en ligne, vous pouvez le taper, à la limite, taper Oslandia QGIS for Security, vous devez tomber dessus. Le contexte, en fait, cette présentation, elle s'inscrit dans une forte augmentation des menaces et des réglementations. Notamment le Cyber Resilience Act. Qui a déjà entendu parler du Cyber Resilience Act ici? Voilà, un petit nombre. Donc voilà, c'est quelque chose qui est apparu il y a 2-3 ans, qui a commencé à faire peur un petit peu toute l'industrie de production de logiciels. Pour résumer un peu, c'est un peu l'équivalent du tampon CE que vous avez sur les peluches que vous achetez à vos enfants pour être sûr que la peluche ne va pas brûler quand vous allez la poser sur un radiateur. Les régulateurs européens, ils ont envie de faire la même chose avec le logiciel, de pouvoir le tamponner et de dire « Ok, ce logiciel, il y a un minimum d'exigences de sécurité construites à l'intérieur et du coup, vous pouvez l'utiliser à peu près en sécurité. » Il y a d'autres directives, je ne vais pas m'étaler dessus, en plus je les connais très mal. NIS 2 et CISA aux États-Unis, je reparlerai un peu des États-Unis parce qu'ils ont aussi un impact sur tout ce qui se passe en termes de sécurité dans le logiciel et notamment le logiciel libre. Alors l'impact, vite fait, il atteint la résilience des systèmes, la souveraineté et l'écosystème à la fois de part économique et communautaire, puisqu'en fait, va falloir faire des choses en plus. Ces choses en plus, elles vont coûter de l'argent et elles vont avoir un impact sur l'ensemble des contributeurs au logiciel. Donc les différents types de menaces qu'on observe du coup sur les systèmes, on a le classique ransomware, quelqu'un vient, chiffre vos données et vous demande une rançon pour les décrypter. Donc soit vous avez des backups et vous ne payez pas, soit vous payez et vous récupérez vos données, soit vous ne payez pas et vous perdez vos données. On a les supply chain attacks. On a la petite anecdote avec XZUtils. Qui a entendu parler de XZUtils, de ce qui s'était passé C'est les mêmes que ceux qui connaissent le CRA. Je trouvais l'anecdote assez rigolote, mais assez flippante. En fait, c'est quelqu'un qui a contribué pendant quand même 6 ans, je crois, à un projet qui est XZUtils. Et au bout de 6 ans, en fait, il avait déjà pas mal de contributions. Il a créé des faux comptes pour convaincre le mainteneur principal, pour faire pression, récupérer les droits d'accès, pour contribuer au projet. Et une fois qu'il a fait ça, il a ajouté en secret du code un peu offusqué, masqué, pour insérer des vulnérabilités dans le logiciel. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'était dans le protocole TLS. Enfin, il y avait, en tout cas dans SSH, on avait une faille de sécurité. Ça a été embarqué dans les distributions open source que vous connaissez. Pas dans les versions stables, heureusement, mais dans les versions de développement. Et c'est un développeur Microsoft qui travaillait sur PostgreSQL qui l'a trouvé parce qu'il avait des problèmes de performance à un moment donné lors d'utilisation de cette lib. Et en cherchant un peu, il s'est rendu compte qu'il y avait du code malveillant qui a été inséré. Donc la supply chain attack, c'est vraiment vous débrouiller pour essayer d'ajouter du code malveillant dans du code source de logiciel. Les malwares, c'est essayer de vous faire installer un logiciel malveillant. Exploiter des vulnérabilités, c'est votre soft, il a des vulnérabilités et les attaquants vont les chercher et les exploiter. Donc ce n'est pas quelque chose, pas du code malveillant à la base.
C'est quelqu'un qui a en toute bonne foi développé quelque chose, mais qui apporte une vulnérabilité. Et enfin, les attaques de password, soit par brute force en essayant des dictionnaires de mots de passe, soit ce qu'on appelle du social engineering, quelqu'un qui vient regarder par-dessus votre épaule quel mot de passe vous avez mis pour pouvoir vous accéder à un système de manière non autorisée. Les conséquences, elles sont forcément financières, soit directes si on accède par exemple à des portefeuilles de Bitcoin directement, ou indirectes si vous avez un problème que ça engendre des amendes, des coûts légaux, que vous avez besoin d'avocats parce qu'il y a des données de clients qui ont fuité. L'atteinte aux données, donc soit la diffusion, soit la destruction de données sensibles, confidentielles. Le vol d'identité, si vous avez des cartes d'identité ou des papiers d'identité sur vos services. Forcément, l'interruption de service, un service qui est en downtime, qui est indisponible, auquel vous ne pouvez plus accéder, très certainement votre modèle économique est lié à la diffusion, à la disponibilité de ce service. S'il n'est plus là, vous ne rentrez plus d'argent. Et les impacts physiques, je suis moins connaisseur de ce genre de choses, mais on a des systèmes qui s'appellent SCADA qui permettent d'accéder à des pompes, à des électrovannes, à des capteurs. Et du coup, en fait, vous pouvez avoir un accès sur la vie réelle en vous connectant, en prenant le contrôle de ces systèmes. Donc le constat, j'en ai parlé, on a un renforcement de la législation. On note des augmentations des signalements sur la mailing list de QGIS qui s'appelle security@qgis.org. Donc des gens qui reportent, qui signalent des failles de sécurité dans le logiciel QGIS. Donc ça fait ces 2-3 dernières années qu'on a eu une augmentation de ces signalements. Juste petit aparté, en fait, c'est une liste à part du bug tracker officiel de QGIS, simplement pour pas que tous les gens soient informés qu'il y a une faille de sécurité, qu'on ait le temps de la traiter, de la patcher, de relivrer le soft et de mettre au courant toutes les personnes qui pourraient être concernées. Il y a des études qui ont été faites sur le coût que pourrait avoir le CRA sur la production logicielle. Elle tourne aux alentours de 30%, donc que ce soit la production du code source jusqu'à la livraison aux utilisateurs, on estime qu'une augmentation du coût de l'ordre de 30%. Et qui concerne aussi les projets open source. Même s'il y a eu des petites exceptions, adaptations dans le cadre des projets open source, il y a quand même un impact qui est assez fort aussi sur le logiciel libre. Et on peut avoir des risques de blocage du déploiement de QGIS. Le CRA, ça va vraiment être une espèce de certification. Et on peut très bien l'imaginer de manière qu'en fait, quand vous achetez une peluche sur le marché européen, elle doit être certifiée CE. Vous ne pouvez pas acheter dans un magasin une peluche qui prendra feu quand on la pose sur le radiateur. Le CRA, ça va fonctionner de la même façon, ça va toucher les marchés publics, à savoir que vous ne pourrez pas répondre à un marché public si votre logiciel n'est pas tamponné CRA. Et du coup, les DSI ne voudront pas l'installer si à un moment donné, ils ne respectent pas les exigences du CRA. Donc, on ne pourrait avoir un empêchement de déploiement de QGIS Server ou de QGIS Desktop sur les machines. Et clairement, un effondrement du modèle économique qu'il y a derrière. Et des sociétés comme la nôtre qui travaillent sur QGIS. Donc, comment améliorer la sécurité de QGIS de manière globale et pour s'adapter aux directives? Donc la situation actuelle, on a quand même des process de sécurité, on n'est pas tout nu, mais ils sont quand même assez légers. On a une page de score OpenSSF. C'est intéressant, OpenSSF, c'est une espèce de note globale qui vous dit si votre logiciel est sécurisé ou non. Mais ça a un côté un peu, c'est juste des vérifications automatiques de est-ce que vous avez bien la bonne vérification, est-ce que vous utilisez bien les bons outils. Et ça vous donne une note, c'est un peu binaire, mais ça ne veut pas dire que si vous avez 0, votre logiciel est plein de failles de sécurité. Et si vous avez 10, 10 sur 10, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes complètement sécure. C'est intéressant, c'est peut-être nécessaire, mais c'est très certainement pas suffisant, quoi. On a une équipe de sécurité qui est sous-dimensionnée et on a eu réalisé des audits de sécurité par le passé. On avait notamment fait un audit de sécurité sur des potentielles injections SQL. QGIS Server est capable de prendre des requêtes SQL de filtrage. Et typiquement, ce genre de choses, on avait fait un audit pour éviter
empêcher la possibilité d'injection SQL, qui était la plus grosse surface d'attaque qu'on imaginait à l'époque sur QGIS Server. Mais c'est la seule étude aujourd'hui que je connais, que j'ai à ma connaissance. Donc vite fait, les différents composants logiciels. Donc QGIS, il y a une version desktop et il y a une version serveur. Ils dépendent de bibliothèques. Il n'y en a que 3 qui sont listées ici, mais en fait, QGIS, il faut imaginer des dépendances de premier niveau. Il doit y en avoir, je dirais, au doigt mouillé une vingtaine. Alors, il y a des bibliothèques qui sont, à mon avis, plus critiques que d'autres. GEDAL, par exemple, peut faire des accès sur Internet pour aller chercher de la donnée. Là où GEOS, en fait, c'est du calcul mathématique. Donc, on imagine, à mon avis, la surface d'attaque sur GEOS, elle est moins grosse que sur GEDAL, par exemple. On a d'autres composants. QGIS Web Client, c'est un portail. QField, c'est la version mobile de QGIS. Donc, c'est des composants qui nécessiteraient leur propre analyse et leur propre process de sécurité. L'idée aussi, c'est d'impacter l'OSGeo. L'OSGeo, c'est une association qui chapeaute un peu tous les projets open source liés à la géomatique, au système d'information géographique. Et donc, projet QGIS, c'est un gros projet parmi l'OSGeo. L'idée, c'est de servir un peu d'exemple et aussi un peu d'essuyer les plâtres, de voir ce qui marche, de voir ce qui ne marche pas, pour essayer de répliquer ensuite sur les autres projets un petit peu ce qu'on aura fait. Du coup, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, tout ça, c'est le constat. C'est un constat qu'on a établi, je dirais, il y a 2-3 ans. Quand les gens ont commencé à parler du CRA, on s'est dit, bon, ben, va falloir quand même faire quelque chose. Et aujourd'hui, on est arrivé à une liste d'actions, de choses à mener. Et donc, je vais faire un petit peu la liste à l'après-vert de tout ce qu'il faudrait faire pour améliorer la sécurité dans QGIS. La première, c'est d'avoir un système de build et d'avoir une reproductibilité des builds. Le développeur écrit du code, on a du code source. L'utilisateur, il télécharge un binaire qui est le logiciel. La question, c'est qu'est-ce qui se passe entre le moment où j'ai mon code source et le moment où j'ai mon binaire qui est généré. Aujourd'hui, on se sert d'un outil qui s'appelle OSGeo for Windows, une espèce de distribution sous Windows. Je parle de Windows essentiellement parce que c'est 99% de nos utilisateurs, même si sur QGIS Server, on est sur des versions Linux. Mais la question, c'est aujourd'hui, sous Windows, en fait, comment on génère le binaire? En fait, c'est une personne qui utilise donc OSGeo for Windows pour générer le build et le poser à un endroit où il va pouvoir être téléchargé par un utilisateur. On peut très bien imaginer que cette personne, elle oublie de verrouiller sa session, elle va boire un café, quelqu'un utilise sa machine, elle introduit du code source vérolé, elle repart, et du coup, voilà, on a une injection de code source malveillant sur le système de gestion du build. Notre idée, c'est d'avoir quelque chose d'automatique, transparent et vérifié. On sait qu'à un moment donné, on a un source code, on a un seul binaire qui peut être généré. Et on n'a pas l'introduction de code malveillant. Une fois qu'on a ça, on a notre binaire qui est sécurisé. L'idée, c'est après de s'assurer que l'utilisateur qui télécharge le logiciel, il a le bon logiciel. Donc, on va passer par des signatures des binaires pour pouvoir vérifier, une fois que le téléchargement est fini, que l'on a le bon logiciel. Donc ça, c'était sur la production du binaire. Ensuite, on va essayer d'avoir des outils d'analyse de code. Il y en a déjà dans QGIS, mais il en faudrait beaucoup plus. L'idée, là, c'est des outils automatiques qui vont parser le code et essayer de détecter des vulnérabilités. Alors, c'est des vulnérabilités potentielles. Souvent, c'est des mauvaises utilisations du langage. Et du coup, c'est des mauvaises utilisations du langage qui peuvent ensuite permettre l'exploitation d'une vulnérabilité. Il y a aussi un sujet sur la gestion des dépendances, puisque forcément, je vous l'ai dit, les dépendances de premier niveau dans QGIS, il y en a une vingtaine. Si quelqu'un introduit s'il y a une vulnérabilité dans une dépendance, il y a de fortes chances qu'elle remonte dans QGIS. Donc, il faut être capable de savoir à tout instant quelle dépendance on a, dans quelle version, que le processus d'inclusion d'une nouvelle version de la dépendance il soit formalisé, et que si à un moment donné, il y a une vulnérabilité qui apparaît, qu'on soit averti suffisamment tôt, qu'on puisse patcher rapidement et relivrer rapidement. Donc là, on est plus dans un processus à établir que dans un outil automatique.
Autre chose aussi, ce qu'on aimerait mettre en place et systématiser, j'en ai un peu parlé, c'est des audits à la fois du code et à la fois des processus. C'est quelque chose qui va transpirer dans ma présentation. Normalement, il y a quelque chose de technique, d'automatique et d'outils, et il y a quelque chose qui relève de l'humain. Et les deux vont, à mon avis, vont de pair. Il faut les deux. Et du coup, on pourra avoir des sociétés externes qui viendraient faire des audits à la fois du code et des processus. Et sur le code de QGIS, c'est 1,5 million, je crois, de lignes de code C++, donc on va avoir du mal à tout auditer. En revanche, il y a toute une partie du code C++ de QGIS, c'est du rendu 2D. Il y a très possiblement peu de vulnérabilité à cet endroit-là. En revanche, la surface d'attaque, à mon avis, elle est plus sur les portions qui vont se connecter à des services sur Internet ou servir des services sur Internet, se connecter à des bases de données. C'est ici, à mon avis, qu'il y a plus de possibilités d'attaque. Et donc, du coup, on pourrait essayer de cibler ces portions de code et les faire auditer par des gens dont c'est le domaine d'expertise. Concernant les processus, j'en parle juste maintenant. Ce qui est intéressant, j'en ai un peu parlé dans l'histoire de XZUtil, c'est qui sont les personnes qui contribuent et tout le process de contribution. Qui a les droits d'accès en écriture sur le dépôt. La nomenclature dans QGIS, on appelle ça un core committer, c'est celui qui a les droits d'accès sur le dépôt. Comment on devient core committer? Qui vous donne les droits? Comment on peut contribuer quand on n'a pas les droits? Quel est le process de revue? Est-ce qu'il est suffisamment fiable? Est-ce qu'on a des niveaux de process de revue différents en fonction des portions de code que l'on touche? Voilà, c'est tout ça qu'il faut documenter, tracer et ensuite mettre en application forcément. La sécurité des plugins, QGIS a une grosse surface d'attaque dans sa conception, c'est qu'il autorise l'exécution de plugins Python dans son espace. C'est quelque chose qui est très apprécié par nos utilisateurs. Il y a une plateforme qui permet d'accéder à, je ne sais pas, des milliers de plugins, je crois qu'il y en a plus de 1000 ou 2000 plugins en Python. Le problème, c'est que quand vous exécutez du code Python dans QGIS, vous avez accès à l'espace utilisateur, quoi. Ça veut dire que vous pouvez faire à peu près tout ce qui vous est possible dans l'espace utilisateur. Donc il y a deux choses à mon avis à mettre en place. Aujourd'hui, il y a des vérifications de ces plugins sur la plateforme des plugins, mais elles sont très superficielles et elles sont manuelles. Il y a beaucoup de plugins. Donc en fait, les vérifications, c'est on va vérifier qu'il n'y a pas de gros mots, que ce n'est pas insultant, qu'il n'y a pas de trademark, de marque déposée. Mais les vérifications sont très superficielles. On aimerait nous mettre des vérifications automatiques, truc tout bête qu'on aimerait mettre en application, c'est vérifier qu'il n'y a pas de binaire dans le plugin Python. C'est interdit normalement, mais aujourd'hui on sait qu'il y a des plugins qui récupèrent des drivers supplémentaires ou des trucs, et ça on aimerait pouvoir le détecter de manière automatique. L'autre possibilité, c'est d'avoir une espèce d'indice de confiance sur nos plugins, et là c'est un audit manuel du code avec quelqu'un qui va mettre un tampon, qui va dire oui, ce code il a été revu, ou d'avoir des espèces d'utilisateurs ou de développeurs de plugins un peu certifiés, de dire ok, ce plugin il a été développé par Oslandia ou par d'autres sociétés dont on valide le travail, on sait qu'il n'y a pas de code malveillant, qu'ils ne vont pas introduire de code malveillant. Aujourd'hui, on a des gens qui utilisent QGIS dans des environnements sécurisés, notamment la gendarmerie par exemple, et à ces gens-là, on va leur conseiller de ne pas avoir la possibilité de se connecter au dépôt global de plugins. On va leur dire, vous vous connectez à un dépôt plus petit où il y a juste les plugins que l'on aura vérifiés ou que vous aurez vérifiés et certifiés, quoi. Il y a toute une histoire de confiance dans le plugin. On aimerait mettre aussi de l'analyse de sécurité des artefacts. Ça, c'est juste lancer un antivirus sur le binaire. Enfin, il y a d'autres choses qu'on pourrait lancer en automatique sur les binaires que l'on génère pour détecter éventuellement des problèmes. Un gros sujet, notamment dans le cadre du CRA, c'est tout ce qui est documentation. Honnêtement, le CRA, au final, comment ça va se réduire à la fin, c'est qu'il va falloir montrer patte blanche et il va falloir écrire beaucoup de documents pour documenter nos processus. Alors les processus, il faudra déjà qu'ils existent, mais après, il va falloir dire c'est quoi mon processus, comment je valide, je prouve que mon logiciel est suffisamment sécure. Donc du coup, tout ça, il va falloir le documenter.
il va falloir former et acculturer un petit peu les développeurs, les utilisateurs à toute la notion de sécurité. Alors encore une fois, la sécurité, c'est des outils automatiques et c'est aussi beaucoup de process humains. Et c'est assez récurrent que sur la mailing list des développeurs de QGIS, il y ait des gens qui viennent et qui demandent des documents de référence pour montrer patte blanche dans leur administration et dans les DSI vis-à-vis du logiciel QGIS. C'est des choses, on l'a dans certains domaines, mais sur le domaine de la sécurité, on est encore loin du compte. Enfin, le dossier un peu plus technique qui m'intéresse un peu plus personnellement en tant que développeur, c'est tout ce qui est amélioration de la gestion de la mémoire. En fait, c'est la NSA, donc je reviens aux États-Unis. En 2022, grosso modo, ils ont dit, Microsoft et Google ont établi que 70%, une minute, très bien, 70% des problèmes de sécurité étaient liés à une mauvaise gestion de la mémoire et donc pouvaient générer des bugs, mais aussi des failles de sécurité. Et 70% des failles de sécurité venaient de ces problèmes de gestion de la mémoire. La NSA, ils sont allés plus loin. À un moment donné, ils ont même dit, arrêtez, on ne veut plus de code C++ dans tous nos outils. Bon, après, ils ont autorisé, ils ont dit, OK, on peut les durcir un peu, mais ils préconisaient l'utilisation de Memory Safe Language. Donc, les Memory Safe Language, c'est Rust, Python, Java, .NET, ce genre de choses. Donc, ouais, par exemple, 2014, Heartbleed dans OpenSSL, c'était ce type d'attaque pour ceux qui connaissent. C++ fournit des structures qui permettent de rendre le code memory safe, donc il faut les utiliser. Mais il y a du boulot, puisque QGIS a 20 ans. Donc 1,5 million de lignes de code, 20 ans, vous faites le calcul pour tout migrer, ça va être compliqué, ça va être long et fastidieux. Les bénéfices, je l'ai déjà dit, je skippe un peu, conformité au CRA, réduire les risques de sécurité, gagner la confiance des utilisateurs, favoriser l'intégration dans les DSI, meilleur contrôle de la supply chain logicielle, et voilà. Les risques, potentiellement de la résistance au changement des contributeurs, je l'ai dit, dette technique, le projet a 20 ans, donc ça va être long. Ça relève le ticket d'entrée de contribution pour les nouveaux développeurs, ce qui n'est pas cool. Et on peut avoir un manque de ressources pour traiter ensuite la suite. Puisque là, on s'imagine, donc ça c'est l'aspect financier, on a chiffré en 3 work packages. Les premiers, c'est les fondations, après c'est la mise en conformité au CRA, et le C, ce serait plutôt une amélioration continue de l'existant. On est aux alentours pour des 650 000 euros. Les modalités, on est parti sur un financement mutualisé, essentiellement les grands comptes. On est ouvert aux dons, au financement supérieur à 5 000 euros. La réalisation, c'est nous, mais c'est aussi OpenGIS, qui est une société suisse et qui contribue activement à QGIS, d'autres personnes de la communauté, des experts. Voilà, c'est un travail qui se fera en collaboration. Éventuellement des appels à projets européens, c'est encore en question. Ça a déjà démarré. On vise, grosso modo, le CRA est mis en œuvre en décembre 2027, si je ne dis pas de bêtises. Il devient officiel décembre 2027, donc on vise d'être prêt à cette date-là. Les financeurs qui ont pour l'instant participé, le groupe Orange, la métropole de Grenoble, SNCF, et nous qui avons déjà investi un peu de temps pour déjà faire des choses. Et voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dans les collectivités, dans les sociétés auxquelles vous travaillez, les décideurs. Voilà. Il y a une page qui résume un petit peu tout ce qui est présent dans cette présentation. Et voilà. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci de m'avoir écouté. Sur la génération des binaires là, sur Windows, tu dis que du coup c'est un gars qui fait ça sur son PC. Vous n'avez pas de CI qui vient générer automatiquement pour... En fait, grosso modo, alors lui il a mis une CI aujourd'hui maintenant, mais elle est assez anonyme. Mais c'est lui qui fait vraiment le process de validation et de génération. Aujourd'hui, on part aussi sur des technologies genre VC Package qui permet de générer des binaires sous Windows. Et aujourd'hui, on essaye d'orienter vers ce genre de technologie qui est complètement intégré en CI et qui permettrait d'avoir un meilleur, de piéner des dépendances, voilà.
Ouais. Du coup, dans cette partie-là, la partie QField et QField Cloud n'est pas concernée par ce travail-là. En fait, alors QField est basé sur QGIS. Donc toutes les améliorations de sécurité dans QGIS transpireront dans QField. Mais QField rajoute son code. Et rajoute très certainement aussi sa surface d'exposition. En plus, il est sur mobile, donc à mon avis, ce n'est pas les mêmes surfaces. Et QField Cloud, c'est un produit back-end, donc ça mériterait encore... c'est encore un autre composant qu'il faudrait vérifier. Pas de souci. C'est fini. On est à l'heure ?